Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 24 octobre. À la une de l'actualité, la gymnaste algérienne Kaylia Nemour offre à l'Algérie une médaille d'or aux mondiaux de Jakarta. Le président de la République, Ahmed Tebboune, félicite la championne olympique et mondiale et la remercie d'avoir honoré l'Algérie. Les détails dans quelques instants. Kaylia Nemour, sacrée championne du monde, un an après avoir décroché l'or aux derniers Jeux olympiques, la reine des barres asymétriques écrit l'histoire en devenant la première gymnaste à réaliser cet exploit au niveau arabe et africain. Les investisseurs de la communauté nationale établie à l'étranger rencontrent le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'échanger sur leurs préoccupations et leurs difficultés et faire un suivi de leurs projets dans le pays. Au plan ce soir sur un monument historique et patrimoine national et universel au cœur de la Casbah d'Alger. La mosquée à Saphir rouvre ses portes après sa restauration. Elle redevient le lieu de culte et de rayonnement culturel qu'elle a été dès le XVIe siècle. Reportage à la fin de ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette excellente nouvelle, la gymnaste algérienne Kaylia Nemour offre à l'Algérie une médaille d'or aux mondiaux de Jakarta. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a félicité la championne olympique et mondiale, écrivant sur son compte officiel sur les réseaux sociaux: félicitations à la fierté de l'Algérie. Kaylia Nemour, notre brillante championne olympique, pour sa nouvelle victoire, mais chaleureuse. Félicitations pour votre médaille d'or au championnat du monde dans la capitale indonésienne Jakarta. Vous avez honoré l'Algérie avec brio. Merci beaucoup, Kaylia, a écrit le président de la République. Et Kaylia Nemour écrit encore une fois l'histoire en décrochant la médaille d'or lors de la finale des barres asymétriques, son agrès de prédilection. La championne du monde termine avec 566 points aux mondiaux de Jakarta. C'est la première médaille du genre pour l'Algérie et pour l'Afrique. Et au niveau arabe, Hakim Keshroud revient sur cet exploit. L'hymne national algérien Kassamen a retenti ce vendredi au championnat du monde de gymnastique de Jakarta en Indonésie, où l'Algérienne Kaylia Nemour s'est adjugée le titre mondial du concours des barres asymétriques, son agrès de prédilection. تتحصل فيه على أحسن علامة على مستوى هذه المنافسة عند بطولة 15,500 و33 هي العلامة التي تدخل بها كيليا نمور في العلامة المؤقتة أو في التصفيات، علامة التصفيات في المركز الأول. تركيز كبير لكيليا نمور. سرعة التنقل من العمود العلوي للعمود السفلي. تنقل سريع. نعم. خروج موفق. La championne olympique de la spécialité, avec un total de 15,566, domine le concours des barres asymétriques devant la russe Angelina Melnikova et la chinoise Yang Funwei.
Kéliane Emour est engagée encore en finale de la poutre prévue ce samedi, où elle pourra, si elle ne commet aucune faute comme lors du concours général où elle avait pris la 4e place, prétendre à une place sur le podium. Magnifique performance, donc bravo à notre championne du monde qui a su rebondir, surtout après sa déception la veille, hier soir, en terminant au pied du podium du concours général individuel. Une résilience saluée par Nadia Massi, la coach de Kéliane Emour. Je vous invite à l'écouter. Nous sommes très contents et très fiers de Kélia ce soir. Elle est sacrée championne du monde. Elle écrit encore l'histoire par ce sacre. Nous sommes vraiment, après la déception d'hier, nous sommes fiers de sa résilience, de son courage, d'avoir su rebondir aujourd'hui, même si hier, ça reste sa meilleure performance sur le concours général de toute sa carrière. Et du coup, il y avait une grande déception et ce matin, elle s'est levée avec vraiment beaucoup de détermination et du coup, j'espère que demain, ça se passera bien pour elle et qu'elle sera encore fière d'elle. Et il y a un an, Kéliane Emour avait également remporté l'or pour l'Algérie lors des derniers Jeux Olympiques à Paris. Elle se consacre à la gymnastique depuis son plus jeune âge et elle concourt pour l'Algérie depuis 2023 à l'occasion des championnats d'Afrique et depuis la magie opère. Ramzi Mohamdi. Kéliane Emour, véritable prodige de la gymnastique artistique, s'est imposée en un temps record comme une figure majeure du sport mondial. Née en 2007, elle a su gravir les échelons avec une détermination et un talent hors du commun, marquant l'histoire de la gymnastique africaine et internationale. Son ascension débutante, Kéliane Emour a une nouvelle fois marqué l'histoire de la gymnastique mondiale lors des championnats du monde de Jakarta. La jeune prodige algérienne a offert une prestation exceptionnelle qui lui a valu la médaille d'or aux barres asymétriques, son agrès de prédilection. Avec un score impressionnant de 15,566, elle a devancé la Russe Angelina Melnikova et la Chinoise Yang Fanwei, confirmant ainsi sa domination incontestée sur la scène internationale. C'est vraiment une immense fierté. Je ne pensais pas un jour pouvoir écrire l'histoire comme ça et de représenter l'Algérie à chaque compétition. C'est juste extraordinaire, donc très 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 contente. Alors, on souhaite plus de réussite à notre championne du monde et bonne chance pour la finale à la poutre qu'elle disputera demain à l'IMS Arena de Jakarta, concours pour lequel Kéliane Emour s'est qualifiée avec un score de 13,233 points. On poursuit avec le sport féminin. L'équipe nationale féminine de football s'est imposée hier soir face à son homologue camerounaise sur le score de 2-1. C'était au stade olympique Miloud Hetfi d'Oran. Match comptant pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette victoire permet aux Algériennes d'aborder le match retour prévu mardi prochain à Douala avec un léger avantage dans la course à la qualification. Dans l'actualité également, cette rencontre interactive qui concerne des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Il s'agit d'investisseurs ayant réalisé des projets réussis en Algérie ou étant engagés dans leur mise en œuvre. Ils ont pu échanger avec le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, et le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Un dialogue fructueux selon le constat de Milad Hannin et Fella Benour. C'est une première, une rencontre qui a duré plus de 3 heures. Une discussion sans filtre, un échange enrichissant et nécessaire certainement, afin d'identifier les problématiques que rencontrent un bon nombre d'investisseurs algériens issus de la diaspora. La réunion d'aujourd'hui nous a permis d'évoquer les difficultés qu'on pouvait rencontrer en tant qu'investisseur en Algérie. On espère que ce type d'initiative va nous permettre d'aller encore plus loin dans nos investissements en Algérie, puisqu'on a pu évoquer d'un côté les choses positives et les raisons qui nous ont motivés à entreprendre en Algérie, mais également les obstacles qu'on pouvait rencontrer au quotidien en tant qu'investisseur algérien. Les questions et les problématiques, elles ont été posées et je pense qu'on aura une bonne écoute par rapport au ministre. Nous, en tant qu'Algériens, aujourd'hui, on peut investir sereinement dans notre pays sans avoir peur de l'avenir
c'est ça qui a été très intéressant pour nous. Ceux qu'on a rencontrés aujourd'hui sont un échantillon d'un élan ascendant de ces investisseurs de la diaspora, représentatifs de différents secteurs d'intérêt pour notre communauté qui coïncident justement avec les priorités de l'action gouvernementale et des secteurs stratégiques identifiés comme étant prioritaires. Nous pouvons partager de bonnes expériences entre membres de la communauté et créer un réseautage, une connexion entre personnes qui s'investissent dans le même domaine. Et on sort aussi avec disons, quelques pistes d'action qu'on pourra mener conjointement avec les différents départements ministériels qu'on a conviés à l'occasion de cette rencontre. Je pense particulièrement au ministre des startups. Mais aussi des représentants des ministères de l'Agriculture, de l'Économie, du Commerce, du Tourisme, de la Banque d'Algérie et de l'Agence algérienne de promotion des investissements API. L'exportation hors hydrocarbures était notamment au centre des débats. Ça fait bientôt 10 ans que l'on œuvre dans le domaine de l'exportation des fruits et légumes. Maintenant, on commence à rayonner sur l'Europe, on commence à rayonner sur le Moyen-Orient et on est en train de descendre petit à petit vers l'Afrique. Et c'est grâce aux facilités qu'ont offert les autorités algériennes, qui continuent à nous offrir, qu'on a pu travailler. Ma vision est très optimiste quant à l'avenir et au développement économique par rapport à nous, entrepreneurs ici algériens, surtout portés sur l'export des produits fabriqués ici vers l'étranger, aussi bien l'Afrique que l'Europe et le reste du monde. Il y a une rentabilité, elle est existante. Je pense déjà qu'il y a énormément d'avantages en Algérie, déjà par la taille du marché et la facilité à travailler ici en tant qu'Algérien. Mais je pense que si on arrive à mettre en place une plateforme, un système qui va accompagner ces personnes-là dans les difficultés que je viens de mentionner, ça peut vraiment être non seulement une façon de les motiver à venir ici, parce qu'ils ne seront pas tout seuls, d'accord, mais aussi une façon de les garder ici. À ce propos, rappelons que la plateforme Écrire au secrétaire d'État ou bien Oktobli Katib Daoula est mise en ligne depuis quelques mois. Et ce, à l'initiative du secrétaire d'État auprès des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. On a pu identifier, catégoriser les types de questions qui sont posées. Certaines sont d'ordre administratif, consulaire, et on les solutionne rapidement par le truchement de notre réseau diplomatique et consulaire. D'autres sont d'ordre économique, ce qui cadre avec l'objet de cette rencontre. Et à ce moment-là, on prend en tâche avec les départements ministériels concernés, et généralement tout se passe pour le mieux. Il y a des solutions concrètes qui ont été apportées. Je pense particulièrement à certains projets qui ont été portés par des investisseurs issus de la communauté nationale à l'étranger. Et j'ai été très heureux de rencontrer certains parmi eux aujourd'hui qui ont pu faire ce témoignage de l'utilité de ce moyen de communication. On a vraiment de la chance d'avoir un État qui est à l'écoute. On a solutionné un des plus gros problèmes auxquels on a été confronté pour la création d'ATMC. La prochaine étape est de formaliser ce genre de rencontre inédite. Une démarche qui vise à être au plus proche des Algériens issus de notre communauté à l'étranger. Objectif, prendre en charge leurs préoccupations dans le cadre de la politique générale du gouvernement dictée par les instructions du président de la République. Les manifestations se poursuivent au Maroc. Les contestations populaires mobilisent toutes les franges de la société, notamment les plus jeunes, qui sont à l'origine du mouvement pour réclamer plus de justice sociale et des droits élémentaires. Face à la colère de la rue, le Marzen fait la sourde oreille et tente de briser le mouvement par la répression et la violence. Malim Damis. Ce ne sont pas de simples mouvements de contestation, mais le cri de détresse d'une jeunesse qui exprime avec gravité et détermination son mal-être. Des grandes villes aux villages les plus reculés, les arrestations se multiplient parmi une jeunesse qui ne réclame qu'une vie digne. Derrière les barreaux, ces voix réduites au silence sont accusées d'avoir troublé l'ordre d'un régime marzénien qui fait de la peur et de la répression les fondements de son autorité.
Le peuple sort aujourd'hui pour réclamer ses droits les plus fondamentaux, tandis que le Marzen continue sa répression et ses arrestations arbitraires. Les militants de la ville de Tiznit qui n'ont aucun lien avec les événements ont été poursuivis en justice. Certains ont même été condamnés à des peines de prison. Il s'agit pour la plupart de tentatives de fabrication de dossiers contre des militants qui n'ont aucun rapport avec les faits et n'ayant exercé aucune forme de violence. Le Marzen exerce son pouvoir par la peur et la répression. La justice entièrement sous contrôle obéit aux volontés du régime. Les accusations sont taillées sur mesure et les verdicts tombent avec même que la défense n'ait eu le temps de s'exprimer. Un contraste saisissant pour un pays qui se présente comme un modèle de développement. Les fractures sociales s'élargissent et le quotidien devient plus lourd pour une population éprouvée par le chômage, la cherté de la vie et la pauvreté. Pendant ce temps, le pouvoir s'efforce de dissimuler les crises par des discours soignés et des promesses qui ne semblent pas se concrétiser. La crise politique en France s'aggrave avec le rejet d'une partie importante de la loi de finances 2026 par les députés, celle qui concerne les recettes. Une impasse révélant des années de mauvaise gestion et une crise économique qui n'est pas près de s'arranger. Les répercussions se font surtout ressentir sur la population et les entreprises. Avant même de voir le jour, les signes de l'effondrement du budget français 2026 étaient déjà visibles. Après 3 jours de débat houleux, les députés ont rejeté la première partie du projet de loi, celle relative aux recettes, un revers politique cuisant pour le gouvernement Lecornu. Honnêtement, cet amendement, il est honteux. Et utiliser l'argument de l'égalité devant l'impôt, alors que depuis le début de l'examen de ce budget, vous n'en avez rien eu à faire de l'inégalité devant l'impôt entre la moyenne des Français et les milliardaires, c'est vraiment scandaleux. Dans la copie budgétaire dont nous disposons, les impôts sur les plus riches et les grandes entreprises sont divisés par plus de 2, passent de 10 à 4 milliards. Les impôts vont augmenter pour les classes populaires et les classes moyennes. La France, incapable de maîtriser la situation économique chaotique, fait aujourd'hui payer le prix de sa confusion aux travailleurs. Chefi, chef d'entreprise depuis 20 ans, se retrouve au bord de la faillite à cause des politiques de son pays. Je ne peux pas l'envisager. Une carrière entière résumée à un dossier de dette, une échéance d'1 an fixée par le tribunal de commerce. Un an qui pourrait être le dernier de sa vie professionnelle actuelle. Non, j'attends de ce tribunal que, justement, les moyens de rebondir et de repartir. Parce que cette société peut repartir. De son côté, Nicolas a choisi la voie la plus difficile en décidant de licencier plusieurs de ses employés. Une ultime tentative de sauver son entreprise. On arrive à des dates maintenant où il y a des décisions qui vont se prendre. Je vous ai toujours dit qu'on ferait le maximum du social de ce qu'on peut faire, mais on sera obligé de couper dans l'effectif. Ces employés retournent à leur bureau d'un pas lourd. Avec eux, l'inquiétude du lendemain. Car personne ici n'est à l'abri d'un licenciement. Parmi eux, David, technicien, qui a travaillé dans l'entreprise pendant plus de 10 ans. C'est le truc de ne pas savoir en fait vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on ne comprend pas comment on en arrive là et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là. Aujourd'hui en France, les nuages de la crise institutionnelle ne semblent pas près de se dissiper, donnant naissance à une crise sociale dévorant tout sur son passage. Gros plan à présent sur un monument historique au cœur de la Casbah d'Alger, classé patrimoine national et universel. La mosquée As-Safi, elle rouvre ses portes après sa restauration. Elle redevient le lieu de culte et de rayonnement culturel qu'elle a été dès le XVIe siècle. Maïchebout, Abdeljabar Ben Yahya. Au cœur de la haute Casbah d'Alger, la mosquée Saphir se dresse fièrement depuis près de 5 siècles. Symbole du patrimoine ottoman,
Elle rouvre aujourd'hui ses portes après 3 années de restauration. Son architecture, à la fois sobre et raffinée, témoigne du savoir-faire d'une époque révolue. Un plan rectangulaire, une coupole élégante et un minaret finement orné de motifs en plâtre blanc. Désormais, ce joyau retrouve sa vocation première, accueillir les fidèles pour la récitation du Saint-Coran. La mosquée a été construite en 1534 par Safar ben Abdallah, un Italien converti à l'islam sur ordre de Khaireddin Barberousse. C'est lui qui lui a donné le nom de la mosquée Safir. C'est notre mosquée, celle du quartier. On y a grandi. Hommes et femmes y ont appris le Coran. Aujourd'hui, c'est un lieu de prière. Depuis sa restauration, la mosquée Safir témoigne du savoir-faire algérien dans la préservation du patrimoine. Les travaux menés pendant 3 années ont permis de consolider la structure tout en respectant l'authenticité du lieu. Les travaux ont été réalisés grâce à des techniques modernes qui ont porté sur le traitement minutieux des fissures, ainsi que sur la restauration du plâtre et du bois, selon les matériaux d'origine. Aujourd'hui, la mosquée est devenue un modèle en matière de préservation du patrimoine national. Les travaux ont redonné à la mosquée tout son éclat, tout en préservant son âme et son identité architecturale. Sur les 14 mosquées programmées pour la restauration, les travaux sont achevés au niveau de 8 sites et sont en cours au niveau de 2 autres. Toutes ces opérations interviennent en application des orientations du président de la République, qui insiste sur la sauvegarde des mosquées historiques et nationales. Aujourd'hui, la mosquée est devenue un modèle en matière de préservation du patrimoine national. Sous la coupole restaurée, le lustre doré scintille au-dessus des versets finement calligraphiés, le mihrab sculpté et le minbar en cèdre d'Algérie témoignent de la finesse de l'art andalou. Symbole d'histoire et de spiritualité, la mosquée Safir demeure la mémoire vivante non seulement de la Casbah d'Alger, mais de tout un peuple. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.